révélation Merci, néonatale. professeur, monsieur le docteur Wahmouch. Merci aux membres de l'amicale des pédiatres de Rabat de l'invitation. Je suis très heureux aujourd'hui de parler sur un sujet qui nous fait peur. De parler des maladies héréditaires du métabolisme, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour nous. Je vais essayer donc pour la rendre un petit peu facile, vu la complexité, mais en réalité les choses sont plus complexes. Les maladies héréditaires du métabolisme sont des maladies individuellement rares, mais collectivement, elles sont fréquentes. Sur le plan définition, c'est un déficit génétique d'une enzyme ou d'un transporteur sur l'une des nombreuses voies métaboliques dérivées des glucides, lipides et protéines qui va engendrer une accumulation de produits qui sont en amont du blocage et une carence du produit d'aval. Elles se révèlent dans la majorité des cas dans un contexte d'urgence. Elles sont malheureusement responsables de deuil, de décès et de handicap. Une centaine de maladies sont révélateurs à la période néonatale. Il faut toujours chercher les maladies traitables en premier lieu. Et le néonatologiste, il est souvent aux premières lignes pour, tout d'abord, évoquer la maladie, deuxièmement, organiser les prélèvements à visée diagnostique, puis commencer le traitement. Mais en réalité, quand on va penser à cette maladie-là, puis après, si on pense comment l'explorer, et quel est le raisonnement clinique qu'on va adopter devant un enfant qui présente une suspicion de maladie héréditaire du métabolisme. Donc ici, j'ai une voie métabolique. Donc le métabolite A va donner le métabolite B, C, puis D. Tout ça, il est sous la dépendance d'une enzyme. Et l'enzyme aussi, il est codé par un gène. Si j'ai une mutation, par exemple, dans le gène numéro 3, je vais avoir une enzyme qui est défectueuse, laquelle enzyme va bloquer le passage du métabolite 3, du métabolite C au métabolite D. Donc je vais avoir une rupture dynamique d'un équilibre par déficit héréditaire d'une activité enzymatique ou d'un transporteur. Donc je vais avoir une accumulation de métabolites en amont du blocage et un déficit. La majorité des cas, il est énergétique, ça peut être du glucose comme de l'ATP, en aval. Ce sont des maladies héréditaires, ce sont des maladies dont la majorité des cas sont héréditaires et dont la majorité des cas sont autosomiques récessives. Il y a quelques-uns qui sont donc quelques-unes qui sont liées à l'X et d'autres sont dues aux mutations au niveau de l'ADN mitochondriel maternel. Donc sur le plan comment on va les classer ces maladies héréditaires du métabolisme, grosso modo on a une classification selon le plan physiopathologique. Donc on aura grosso modo 3 groupes. Les maladies d'intoxication, qui sont dangereuses comme on va voir tout à l'heure, les maladies énergétiques où il n'y a pas de batterie, pas d'énergie, et les maladies du métabolisme des molécules complexes. Nous, ce que nous intéresse ici dans ce topo, ce sont les maladies d'intoxication et les maladies par déficit énergétique. Donc les maladies par intoxication, donc, on aura une accumulation de substances toxiques en amont du déficit enzymatique. Je prends par exemple le métabolisme normal pour comprendre quelles sont les maladies auxquelles on doit penser et quels sont les examens qu'on va demander. Il faut qu'on ait quand même certains éléments sur le plan physiopathologique, comment se fait le métabolisme des acides aminés par exemple. Donc les aliments, donc les acides aminés proviennent généralement de l'alimentation ou des protéines endogènes. Et ces acides aminés donc, leur rôle, c'est de synthétiser, c'est l'anabolisme protéique et aussi pour la synthèse de certaines molécules spécifiques. L'excédent des acides aminés qui est en excès, il doit être dégradé sur une voie métabolique bien précise en fonction de l'acide aminé. Donc la première des choses qui va se faire, c'est on va prendre l'azote de la fonction amine et on va avoir une libération de l'ammoniac qui va suivre son métabolisme au niveau du cycle de l'urée. L'acide aminé va devenir à ce moment-là un acide organique. L'acide organique, il a aussi une voie métabolique spécifique qui va aller vers la voie des maladies énergétiques, la voie pour la synthèse de l'énergie. Pour ça, on va voir que
ces maladies-là qu'on va chercher lorsqu'on a un problème de catabolisme d'acide amine, donc on va avoir un problème au niveau du cycle de l'urée, on va avoir les aminoacidopathies par l'accumulation de l'acide aminé lui-même, et aussi on va avoir une maladie acidurie organique. Donc voilà les trois gros groupes de maladies, des aminoacidopathies, les troubles du cycle de l'urée, les aciduries organiques qu'on va chercher dans les maladies d'intoxication. Aussi, on peut avoir aussi les intolérances au sucre. On prend par exemple la galactosémie et la fructosémie. Généralement, on aura aussi un problème au niveau du métabolisme de ces deux sucres et les métabolites en amont qui seront élevés, donc qui sont accumulés, ils seront toxiques, en particulier au niveau du foie. Concernant le déficit les maladies par déficit énergétique, là, on aura un problème sur les produits qui sont en aval. Et généralement, ça sera soit du sucre, soit de l'ATP, de l'énergie. Pour comprendre bien ça, il faut savoir que la source d'énergie dans le corps humain, elle est de deux origines principalement, le glucose et les acides gras. Et en voyant donc dans ce schéma-là, pour comprendre que l'ATP, il provient généralement, si on prend le glucose, la glycolysation va donner le pyruvate, et le pyruvate va donner l'acétylcoenzyme par l'intermédiaire de la DH. Il peut donner aussi il peut donner aussi le pyruvate carboxylase, qui lui-même va générer l'acétylcoenzyme. Et l'acétylcoenzyme, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément clé, capital du cycle de Krebs. C'est à travers le cycle de Krebs qu'on va avoir régénéré de l'énergie, de l'ATP. Aussi, les acides gras aussi, ils vont donner de l'acétylcoenzyme par l'intermédiaire de leur passage au niveau du mitochondrie. Donc, il va subir une bêta-oxydation au niveau de la mitochondrie en se liant à la carnitine. Et on aura, si on a un déficit de la bêta-oxydation, si on aura un déficit enzymatique qui entrave la chaîne des pyruvates, on aura donc ces maladies énergétiques qui vont y arriver. Donc pour les maladies du complexe des molécules, du métabolisme des complexes, donc ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Donc les maladies héréditaires, donc elles se révèlent à quel âge? La majorité des cas, ça dépend du déficit enzymatique. Si l'activité enzymatique elle est nulle ou effondrée, et c'est sûr qu'elle va commencer en période néonatale précoce, et aussi on va avoir des signes cliniques qui sont fréquents, qui sont sévères. Si on voit, est-ce que ces signes cliniques apparaissent à la période néonatale immédiate ou bien ils peuvent apparaître au anténatal, il faut savoir que les maladies énergétiques, ils peuvent apparaître au anténatal, on peut avoir des signes au néonatal, et à la période néonatale, on peut avoir des signes cliniques dès la naissance. Par contre, les maladies d'intoxication, il existe toujours un intervalle libre. L'enfant, il est protégé au anténatal parce que les toxiques sont épurés dans le placenta. Donc, on aura des signes cliniques après un intervalle libre de quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Maintenant, comment on va penser à cette maladie-là? La majorité des cas, les signes cliniques de la maladie ne sont pas spécifiques. Tout nouveau-né peut avoir ces signes-là. On les voit toujours en néonatologie. Un enfant, un bébé qui est en détresse respiratoire, qui est polypnéique, qui a un refus de s'alimenter, qui a une mauvaise succion, qu'il vomit, il a une diarrhée, une déshydratation, il est hypotonique, léthargie, parfois convulsion. Il n'y a pas une explication logique si on prend un à ces symptômes. Mais si on les réunit, il faut penser à une maladie héréditaire du métabolisme. Mais devant tout nouveau-né qui est né à terme, qui est malade, moche, n'est pas bien, il faut penser en premier lieu à une infection néonatale. Deuxièmement, à une infection néonatale. Troisièmement, à une infection néonatale. On va faire le maximum de chercher les données anamnéstiques. On va faire les prélèvements bactériologiques, l'hémoculture. Si ce n'est pas une infection, c'est peut-être une malformation. Est-ce que c'est une arthrite de l'œsophage, une hypoplasie diaphragmatique, une syndrome malformative? Est-ce que c'est un problème, une cardiopathie complexe? Il faut éliminer une malformation. Il faut éliminer un traumatisme anténatal, pendant la naissance ou postnatale, une anoxie cérébrale. Il faut éliminer aussi les perturbations électrolytiques, une hypoglycémie, une hypocalcémie, syndrome de perte de sel. Si le nouveau-né ne présente pas ces signes-là, il faut là penser à la maladie héréditaire du métabolisme. Donc, il faut penser toujours à une maladie héréditaire du métabolisme devant tout nouveau-né à terme
qui est non infecté, non malformé, non traumatisé. Là, on va penser à la maladie héréditaire du métabolisme, mais laquelle? Est-ce que c'est par intoxication ou par déficit énergétique? L'essentiel, c'est qu'il faut chercher une maladie traitable en premier lieu. Donc, on va chercher des éléments orientateurs. Quels sont les éléments de l'anamnèse qui vont nous orienter vers une maladie métabolique? La consanguinité, puisque les maladies sont héréditaires, sont de transmission autosomique récessive dans la majorité des cas. Notion de fausse couche, notion de décès inexpliqué dans la famille, voire même la famille étendue. Voir la période néonatale, est-ce que les signes sont apparus après un intervalle libre pour les maladies d'intoxication? Chercher un facteur déclenchant. Généralement, ce sont les situations de catabolisme protéique. La naissance elle-même, c'est un moment de stress, de catabolisme. Le jeûne, la chirurgie, une infection. Et devant tout nouveau-né qui s'aggrave, malgré un traitement symptomatique bien fait, il s'aggrave, il faut que je pense à une maladie héréditaire du métabolisme. Il faut les mettre parmi, lorsque vous avez un enfant qui n'est pas bien, il faut parmi les éléments, les diagnostics à évoquer, toujours, il faut évoquer une maladie métabolique. Sur le plan examen clinique, quels sont les éléments clés spécifiques qui peuvent nous aider pour le diagnostic de ces maladies-là? Il faut chercher toujours un trouble de conscience, une léthargie, somnolence, un coma d'apparition soit progressive, soit lentement progressive. Il est tout généralement associé à un trouble de tonus, une hypotonie axiale avec hypertonie périphérique, une hypotonie avec accès d'hypertonie. Il est généralement accompagné de troubles anormaux, trémulation, mouvements répétés de flexion et d'extension. Est-ce qu'il y a une myoclonie? Chercher est-ce qu'il y a des troubles neurovégétatifs, une convulsion. Ce sont des éléments d'orientation vers une maladie héréditaire du métabolisme. Un élément très important, il faut toujours sentir l'enfant, sentir en particulier les urines des enfants. Parce qu'on peut faire des diagnostics rien qu'en sentant les urines de l'enfant, par exemple, on peut sentir le sirop d'érable ou bien caramel brûlé, curry, c'est en rapport avec une maladie qu'on appelle la leucinose. Est-ce qu'il y a l'odeur pied en sueur en rapport avec une acidurie isovalerique? Donc, c'est important de sentir ces éléments-là. Donc, l'examen physique aussi, on va essayer de chercher s'il y a un syndrome dysmorphique, une malformation, une hépatosplénomégalie pour les maladies de grosses molécules. L'examen ophtalmo peut aider le diagnostic d'une galactosémie à la recherche d'une cataracte, une tachypnée plus alcalose respiratoire en faveur d'un trouble de cycle d'urée. Les signes de cardiomyopathie, cardiomyogale, ça veut dire l'énergie, problème, trouble, déficit de la production ou de l'utilisation de l'énergie. On cherche une maladie cytopathie mitochondriale, déficit en carnitine, déficit de la bêta-oxydation, maladie de pompe, devant un ictère avec syndrome hémorragique et hépatomégalie, rapidement, une galactosémie, une tyrosinémie vers 3e semaine, une maladie mitochondriale. Et après cet interrogatoire et cet examen clinique, on va aller vers quel bilan on va demander. Et là, l'élément important, avant de demander un bilan, il faut avoir quand même un chimiste, donc un laboratoire. Il faut discuter avec lui. Donc, en discutant, en s'aidant, on peut faire des diagnostics. Parce que des fois, c'est très difficile. On demande des bilans et sont envoyés à l'étranger. Il faut beaucoup de temps pour avoir des résultats et avoir des diagnostics. Mais moi, je vais m'intéresser à des examens de première intention qui sont simples. Demander toujours une gaz de sang, voir le pH, est-ce que c'est une acidose, une alcalose, voir le bicarbonate, faire la numération formée sanguine, est-ce qu'il y a une bicytopénie ou bien pancytopénie, il peut être en rapport avec une maladie métabolique. Un ionogramme sanguin et calculer le trou anionique, une hypoglycémie, une glycémie pour chercher ce qu'il y a une hypoglycémie ou non, un bilan hépatique, l'acide lactique, l'ammoniémie, et au niveau des urines, on cherche les cours cétoniques. Si on a l'opportunité d'avoir le DNPH, c'est très important, s'il est positif, il est en rapport avec, il fait le diagnostic de la leucinose. Le sulfitest aussi, c'est une bandelette urinaire qu'on peut faire s'il est positif, il est en rapport avec une maladie qu'on appelle le déficit en sulfite oxydase. Aussi, on va faire le bilan infectieux, toujours, devant tout enfant malade, tout nouveau-né moche, on fait le bilan infectieux, voire même, des fois, on traite même en antibiothérapie. Très bien. Donc, on demande la radio thoracique, le CG, donc le G, l'échographie du foie, rénal, cœur, du système nerveux central, donc le TF, et l'examen de deuxième intention, toujours donc
Ce n'est pas exhaustif. La chromatographie des acides aminés dans le sang et dans les urines, la chromatographie des acides organiques urinaires, le profil des acylcarnitines, l'acide orotique urinaire. Il faut toujours, lorsqu'on ne sait rien et l'état de l'enfant s'aggrave, il faut congeler chaque fois, congeler de l'urine, congeler le plasma de sang total, faire du sang sur papier buvard, congeler le LCR, faire des biopsies. On peut faire un diagnostic même tardivement, mais c'est très important pour le conseil génétique. Donc, est-ce qu'il y a des caractéristiques, des éléments qui caractérisent ces maladies-là? Donc, les maladies par intoxication, toujours il y a une accumulation de composés toxiques. Il y a absence, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de conséquences sur le développement fœtal. Il existe toujours un intervalle libre qui est variable. Les signes cliniques sont d'intoxication comme tous les signes digestifs, neurologiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants? Les anomalies de constante biologique, le plus souvent, on trouve est-ce qu'il y a une acidose, est-ce qu'il y a une cétose, est-ce qu'il y a une hypoglycémie, est-ce qu'il y a une hyperammonémie, c'est très important. Et le diagnostic, généralement, il se fait par la chromatographie des amines dans le sang et dans les urines avec la chromatographie des acides organiques urinaires. La plupart de ces maladies sont traitables. Pour les maladies métaboliques par déficit énergétique, il y a un déficit de production ou d'utilisation de l'énergie. Les manifestations prénatales sont possibles là. Il n'y a pas d'intervalle libre. Les organes cibles sont les organes consommateurs de l'énergie. Le cœur, le foie, le cerveau, le muscle. Donc, on va avoir une atteinte multiviscérale. Les facteurs déclenchants sont les mêmes. Les situations de stress, de catabolisme. Les signes cliniques de déficit énergétique sont les signes d'hypoglycémie, mauvaise croissance, apathie, polypnée, hypotonie, myopathie, insuffisance cardiaque, insuffisance hépatique, parfois mort subite. Le diagnostic, généralement, fait le dosage des substrats énergétiques, le glucose, lactate, les corps cétoniques, les acides gras libres, les carnitines et le profil des acyl-carnitines. Parfois, on peut aller vers les épreuves fonctionnelles, l'étude de l'activité enzymatique et la biologie moléculaire. La majorité de ces malades par déficit énergétique ne sont pas traitables. Il y a quelques maladies qui sont traitables. Maintenant, donc, vous avez un enfant qui est moche, qui n'est pas bien. Donc, et vous faites votre premier examen. Il y a 3 examens à faire systématiquement qui sont très importants si on les analyse. Donc, la cétonurie, est-ce qu'il y a une cétonurie ou non? Est-ce qu'il y a une acidose ou non? Est-ce qu'il y a une hyporammonémie? Par exemple, on prend rapidement trois types. Donc, si j'ai une cétonurie positive avec acidose positive et hyperammonémie, il faut penser rapidement à l'acidurie organique. Si vous avez pas d'acidose, il y a une alcalose, il n'y a pas de cétose, il y a une hyperammonémie, c'est le déficit de cycle d'Ullery. Si le bilan, la cétonurie, elle est présente ou non, l'acidose aussi, ce n'est pas très importante, il y a une légère hyperammonémie et le test de NDPH, il est positif, c'est une leucinose. Pour classer ces maladies-là qui peuvent survenir à la période néonatale, donc il y a une classification qui a été simplifiée par le professeur Saudebré, que je vais passer rapidement. Les détresses neurologiques avec acidose, sans acidose et avec cétose. Ce sont les malades qui vont arriver le nouveau-né qui va présenter un coma lentement progressif, avec un intervalle libre qui est de 5 à 10 jours, avec l'élément important des mouvements de boxage et de pédalage. Il faut penser à la leucinose. L'odeur particulière des urines, caramel, curry et caramel brûlé, il faut penser à la leucinose. La majorité des cas, le bilan biologique, il ne montre pas d'acidose, il n'y a pas d'hyperammonémie, la bonté urinaire, on peut avoir une petite cétonurie. Le diagnostic il est fait facilement par la bonté urinaire, par DNPH, et le diagnostic de certitude, c'est la chromatographie des acides aminés qui montre une leucinose. Deuxième type d'intoxication, c'est le type 2, c'est le mode de l'intoxication d'évolution progressive. L'intervalle libre, il est court. Il y a des signes généraux, une altération de l'état général. L'enfant, il est déshydraté, il est hypotonique, peut avoir un syndrome pyramidal. Mais sur le plan biologique, toujours il faut voir gaz de sang, l'ammoniémie et bonté urinaire. Là, il y a une acidose franche. Il y a une cétonurie importante. L'hyperammonémie, donc, elle peut être importante, comme elle peut être n'est pas très augmentée. Là, il faut penser rapidement. L'acidose plus cétose importante, c'est une acidurie organique. La majorité des cas, on peut avoir une cytopénie associée puisqu'on va avoir aussi une atteinte de la moelle osseuse. Troisième type, donc là, si vous avez une acidose avec hyperammonémie et une cétonurie qui est absente, pas de cétose, pas d'acétone au niveau des urines, avec une hypoglycémie et une acidose, c'est un déficit de la bêta-oxydation des acides gras en premier lieu.
vous avez une acidose lactique importante. Cétonurie plus ou moins, là, plus hypoglycémie, acidose importante, acidose lactique importante, là, ce sont les maladies mitochondriales, les maladies de la chaîne, les mitochondriopathies. Si vous avez les signes neurologiques avec coma progressif, alcalose, hyperammoniémie, l'acétonurie il est absente, pas d'acétonurie au niveau des urines, hyperammoniémie avec alcalose, là c'est le déficit de cycle de l'urée. Si vous pensez à une maladie métabolique, mais les gaz de sol est normal, l'ammoniémie normale, bondité urinaire normale, et vous pensez à la maladie métabolique, il faut penser à l'hyperglycémie sans cétose, le déficit de sulfite en sulfite oxydase, les convulsions vitaminosensibles et les déficits en neurotransmetteurs. Je passe rapidement. Donc, pour corroborer rapidement, pour que je termine dans 2 minutes. Donc, vous avez un nouveau-né qui a H32 vie. Il vient parce qu'il est hypotonique. Il a une détresse respiratoire. Il est moche. Il refuse de s'alimenter. Il est léthargique. La grossesse, elle est normale. Il est né à terme. Pas de souffrance néonatale. Il est polypnéique, tachycarde, avec signe de déshydratation. Il a une déterration neurologique qui est inexpliquée. Et sur le plan biochimique, rapidement, au fait, gaz du sang, il a une acidose importante. Il a une cétose importante. Le diagnostic le plus probable, acidose importante, cétose importante, avec hyperammoniémie, il faut penser à l'acidurie organique, déficit de l'acidure qu'on a confirmé par le profil des acides granités de la chromatographie des acides organiques. Deuxième cas, G3 de vie. Il vient pour convulsion, grossesse à terme, pas de souffrance néonatale, pas de cas similaire de la famille, pas de notion de vomissement ni troubles de succion. Il a une hypothermie à 36. Il est polypnéique, pH il montre un 7,50. Il est en alcalose. Il vomit. Sur le plan neurologique, il se détériore. Il a une léthargie, une hypotonie progressive vers un coma et convulsion. Les électrolytes et la glycémie est normale. Il n'y a pas de cours cétonique dans les urines, pas de cours cétonique. Alcalose métabolique, c'est un déficit du cycle de l'urée. Donc, on a confirmé par la chromatographie des acides aminés et par le dosage de l'acide orotique urinaire. Troisième cas, et on termine. Donc, c'est un nouveau-né qui est né à terme, allaitement maternel, G3 de vie. Il a une mauvaise prise de sang, vomissement, léthargie progressive. Il est hospitalisé à J7 parce qu'il a une hypotonie axiale. Il a des mouvements de boxing, de pédalage. Le bilan, il n'y a rien de spécial. Toujours, il faut penser, lorsque vous avez des mouvements de boxing et de pédalage, c'est une leucinose, donc qu'on a confirmé par la chromatographie des acides aminés. Donc, en conclusion, pensez aux maladies héréditaires du métabolisme au même titre que les autres étiologies, surtout si pas de cause évidente. La survie et la prévention des séquelles neurologiques dépendent de la précocité du diagnostic et de la qualité de la prise en charge. Donc, plusieurs tableaux cliniques évocateurs peuvent avoir des détresses neurologiques et des convulsions néonatales. Le bilan biologique simple, il permet souvent d'orienter le diagnostic, qu'il faut confirmer par un bilan spécialisé bien orienté. Il faut débuter sans tarder un traitement d'urgence de première ligne. Et je termine par cette image-là. Il ne faut jamais abandonner. Parfois, on est coincé devant un nouveau-né qui s'aggrave. On n'a rien à lui proposer. Donc, il faut penser à ces maladies-là, demander de l'aide, appeler. Et je pense qu'avec ça, on pourra peut-être dans l'avenir prendre en charge ces maladies-là. Je vous remercie.